Question 23. J'entre dans une zone 30, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B. La vitesse est limitée. Dans cette rue seulement, réponse C. Dans tout le quartier, réponse D. On a le panneau limitation 30 km/h qui est dans un grand rectangle où il y a écrit zone. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone 30. Une zone 30, ça veut dire que c'est cette rue-là, mais c'est aussi la rue de droite et puis les rues qui sont peut-être perpendiculaires aussi, jusqu'à ce qu'on rencontre le panneau fin de zone. C'est mis pour tout un quartier. Donc j'entre dans une zone 30, oui, réponse A. Est-ce que la vitesse est limitée dans cette rue seulement ou dans tout le quartier? C'est dans tout le quartier, donc c'était réponse A et D. Question 23. Je m'arrête au feu, réponse A. Je m'arrête au milieu de l'intersection, réponse B. Je m'engage, réponse C. Alors, en règle générale, quand on doit tourner à gauche, on doit laisser passer ceux d'en face. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a les voies ici pour aller tout droit, et la voie pour aller à gauche. Ceux qui vont tout droit ont leur propre feu. Vous avez vu là? Voilà, ça c'est le feu pour aller tout droit. Nous, on a notre feu qui est ici, qui est pour aller à gauche. Quand on a un feu qui n'est que pour notre voie, donc là en l'occurrence pour aller à gauche, ça veut dire que je peux tourner à gauche directement sans laisser passer en face parce que ceux d'en face auront le feu rouge. Attention, hein, ne confondez pas. Si j'avais pas eu le feu vert là et que le feu rouge avait été mis ici, donc par exemple je vous refais l'intersection, je prends un peu de temps hein, parce que souvent en conduite ça vous embête ce genre de choses, vous avez un petit peu de mal à savoir quoi faire. Donc si vous avez cette situation là avec un feu ici et un feu là, d'accord, ça veut dire que là ces feux là sont valables pour les trois voies, les deux pour aller tout droit et celle pour aller à gauche. Dans ce cas, si le feu avait été vert pour les trois voies, il aurait fallu que je laisse passer ceux d'en face avant à mon tour de tourner à gauche. Attention à bien faire la différence. Ici, vous avez un feu qui est uniquement pour vous. Ceux qui vont tout droit ont le feu rouge. Moi, j'ai mon feu qui est pour tourner à gauche. Je peux y aller directement. Donc là, c'était réponse C. Je m'engage. Je ne m'arrête ni au niveau du feu, ni au milieu de l'intersection. C'est je m'engage directement. Vous savez vraiment, je vous conseille d'aller voir ma deuxième chaîne de conduite où on voit plein de situations différentes. On vous apprend à bien observer en temps et en heure, à savoir quoi observer. On analyse aussi quelles sont les meilleures décisions possibles à prendre en fonction de la situation. Donc ça va vous donner de l'expérience aussi bien au niveau du code pour pouvoir par exemple répondre correctement sur le thème du conducteur, mais ça va vous aider aussi en conduite. Ça vous évitera de prendre des heures supplémentaires en conduite que vous aurez déjà de l'expérience et vous aurez déjà une sensation de déjà vu avant de commencer votre conduite. Commencez même avant de conduire, hein, c'est l'idéal. Comme ça, vous avez déjà de l'expérience. Alors, je vous mets le lien de cette chaîne en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et commencer à voir déjà les premières vidéos que j'ai faites. Question numéro 23. Je passe le premier, réponse A, ou je laisse passer la voiture bleue, réponse B.
Quand c'est carré, c'est à moi de passer. Vous avez vu de l'autre côté, c'est rond. Et puis, il faut voir le sens de la flèche. Alors, si je ramène ce panneau-là au sol, mon sens de circulation, il est bien dans ce sens-là. Donc, c'est moi qui ai la flèche blanche. Ceux qui arrivent d'en face, ils arrivent dans ce sens-là. Donc, c'est eux qui ont la flèche rouge. Donc, je passe le premier. Oui, réponse A. Question 25. Le véhicule gris crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à propos de cette voiture grise-là? On peut voir qu'elle est arrêtée sur la bande cyclable, qui est ici, ici là, d'accord? Ici, elle est arrêtée au niveau d'une sortie de quelque chose qui est privé, d'un magasin, je sais pas trop ce que c'est. Elle a encore ses feux stop qui sont allumés et on devine les feux de croisement vers l'avant. Donc on se doute bien qu'elle ne va pas rester ici. On ne sait pas combien de temps elle va rester là. Donc là, ça devient un danger supplémentaire. En plus, elle n'a pas mis de clignotant ni à droite ni à gauche, donc on manque vraiment d'informations. Donc que va-t-elle faire? Est-ce que en sortant, elle s'est arrêtée 2 secondes pour me laisser passer et puis elle va s'engager derrière? Ou est-ce qu'elle est arrêtée parce qu'elle est au téléphone? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'elle va ouvrir sa portière? Tout ça, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle va s'engager? Je n'en sais rien. En plus de ça, il y a un danger, il y a un véhicule derrière. Donc, ce véhicule gris crée bien une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est quand on ne sait pas comment va se dérouler l'avenir. Et là, je n'ai aucune idée de son intention. Donc, c'était bien la A. Est-ce que je fais un appel lumineux? Ici, il est quand même préférable de prévenir de mon arrivée. Il fait un peu sombre, vous avez vu d'ailleurs, elle a mis ses lumières. Le véhicule derrière aussi a mis ses lumières. Donc, comme il fait un peu sombre, faire un appel lumineux, ça va permettre d'alerter ce conducteur que j'arrive et donc qu'il fasse plus attention, qu'il ouvre pas sa portière par exemple, ou qu'il ne s'engage pas juste devant moi. Donc c'était réponse A et C. Question 24. La voiture laisse passer ce piéton. Il peut traverser sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on peut constater que le piéton s'engage parce que la voiture la laisse passer, mais on peut voir aussi qu'il y a 2 voies. Il y en a une ici et il y en a une là. Et là, du coup, il va se mettre en danger parce qu'il peut très bien y avoir un véhicule qui dépasse. Donc, il ne peut pas traverser sans risque. Il y a forcément un danger. On le voit bien en plus de ça, si vous observez bien, on voit même une voiture blanche arriver là à travers le pare-brise. Donc, il y a vraiment un danger parce que là, la voiture blanche, c'est pas sûr qu'elle puisse voir ce piéton. Parce qu'à mon avis, la voiture rouge est en train de lui cacher la visibilité. D'où le double danger. Donc, à partir du moment où vous laissez passer un piéton, pensez aussi qu'il va se mettre en danger quand il va arriver sur la voie d'à côté. Donc, c'était réponse B. La signalisation m'autorise à tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on observe, là, on voit bien que c'est une intersection avec un cédé de passage qui fait la moitié de la voie. Donc, il y a bien une voie pour rentrer de ce côté-là. C'est donc pas un sens interdit. Donc, on peut rentrer dans cette rue-là. Ensuite, est-ce que je peux franchir la ligne continue? Eh bien, si on observe bien, on voit que ici, il y a des pointillés. Donc, il y a une coupure de ligne continue avec des pointillés. C'est pour nous autoriser à justement franchir à cet endroit-là. Donc, j'ai pas le droit de dépasser par contre. J'ai toujours la ligne continue qui est de mon côté. Donc, le dépassement est interdit, mais je peux quand même franchir pour traverser, évidemment à condition qu'il n'y ait personne en face. Idem, ceux qui arrivent ici ont une possibilité aussi de traverser pour aller dans cette voie-là. Donc là, je dois être traversé à ce niveau-là pour pouvoir
m'engager. J'ai le droit d'utiliser ces petits pointillés-là. Donc la signalisation m'autorise à tourner à gauche. Oui, réponse A. Je roule à 110 km/h. Je vais pouvoir me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on a un panneau qui nous dit qu'on est sur une fin de voie de véhicule lent. Je vous rappelle, voie de véhicule lent, c'est pour tous ceux qui roulent à 60 km/h ou moins de 60 km/h. Mais comme là c'est la fin, ça se termine donc ici. Moi je vais pouvoir donc, en effet, me rabattre dans la voie de droite. Donc c'était réponse A. Le véhicule doit être équipé d'un indicateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'indicateur de vitesse, c'est obligatoire. C'est pour pouvoir justement ajuster sa vitesse, hein, et puis respecter les limitations de vitesse. Donc, c'était réponse A. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je freine. Réponse C. On peut voir que là, il y a une voie d'insertion avec un véhicule qui veut justement s'insérer. Lui, il a mis son clignotant à gauche. Il a un cédé le passage. Donc, il doit me laisser la priorité de passage. Donc, c'est à moi de passer. Et dans cette situation, surtout, il a besoin de calculer s'il peut passer devant ou derrière. S'il va beaucoup plus vite que moi et qu'il a l'espace nécessaire pour le faire, il passera devant. S'il va moins vite que moi, il décidera de passer derrière. Par contre, si je modifie mon allure, lui, il va être complètement perdu. Donc, il saura plus s'il peut passer devant ou derrière, parce qu'il va falloir qu'il recalcule tout ça. Et il a très peu de distance pour pouvoir le faire. Donc, le mieux, c'est moi, que je maintienne mon allure. Pour lui, ça sera beaucoup plus facile à calculer s'il peut passer devant ou derrière. Donc là, je maintiens mon allure, réponse B. Je vais rencontrer un feu tricolore dans 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé si je vais tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, les panneaux nous informent qu'on aura un feu tricolore. Alors après, il faut regarder si on est en agglomération ou pas. Et là, on voit pas de maison proximité. Le jour de l'examen, il n'y a pas de doute, hein. C'est soit il y a des maisons, vous êtes en agglomération, soit il y en a pas et vous êtes hors agglomération. Donc là, on est hors agglomération, donc c'est 150 mètres avant et pas 50 mètres. Donc c'était réponse B. Est-ce que je suis bien placé si je vais tout droit? Non, en marche normale, on doit toujours utiliser la voie de droite. La voie de gauche sera soit pour tourner à gauche, soit pour faire un dépassement. Donc c'était réponse B et D. Pour ne pas louper mes vidéos suivantes, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer surtout la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu dès que j'ai une vidéo qui est en ligne. J'en mets très fréquemment. Et si vous appréciez mes explications, mettez-moi un like, ça c'est pour me faire plaisir. Allez, on passe à la question suivante. Je peux m'arrêter immédiatement. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse B. Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, on a un marquage jaune là qui est continu, qui est pas en pointillé. Donc quand c'est continu, je n'ai droit de rien faire, ni m'arrêter,
ni stationner. Donc, est-ce que je peux m'arrêter immédiatement à droite? Non. À gauche? Non. Réponse B et D. Je circule sur une route nationale, réponse A, une autoroute, réponse B. Comment peut-on savoir si on est sur l'autoroute ou pas? Là, quand vous avez un panneau d'aire de repos qui est bleu, quand il est bleu, c'est que vous êtes sur l'autoroute. Ça, c'est à savoir par cœur. Donc, c'était réponse B. À l'intersection, je dois marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir que à l'intersection, j'ai un panneau céder le passage. Le céder le passage ne m'oblige pas, parce que là, c'est bien écrit je dois, donc ça veut dire je suis obligé, ne m'oblige pas à marquer un temps d'arrêt. Ce n'est pas obligatoire. Si j'ai suffisamment de visibilité et que je suis sûre qu'il n'y a personne à gauche et à droite, je pourrais m'engager, en douceur évidemment, mais je ne serais pas obligée de marquer un temps d'arrêt. Donc, c'était réponse B. Le véhicule devant moi ne démarre pas. Je klaxonne, réponse A. Je patiente, réponse B. Je dépasse, réponse C. Donc là déjà, quand on voit là, il n'y a qu'une réponse possible. Donc c'est un bon indice. Ça aide bien hein, sur les nouvelles questions du code de la route. Donc je rappelle que vous aurez la même chose le jour de l'examen de votre code de la route. Hein. Vous aurez obligatoirement l'information, savoir si c'est une réponse ou plusieurs réponses. Alors là, le véhicule devant moi ne démarre pas. Et là, il n'y a qu'une seule réponse, donc ça va vous aider. Donc, vous savez que le klaxon, on a le droit de l'utiliser qu'en cas de danger immédiat, quand on est en agglomération. Donc, on est bien en agglomération, mais c'est pas un danger immédiat, hein, il n'y a pas un risque d'accident imminent là. Donc, je n'utilise pas le klaxon. Est-ce que je dépasse? Vous avez vu là, je n'ai pas le droit de circuler là-dessus quand vous avez les zébras qui sont ici. Donc, je ne peux pas emprunter cette voie-là. Donc, la seule chose, c'est de patienter. Réponse B. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que là, c'est la ligne de rive, hein, donc là, c'est l'accotement. Et on peut voir que sur l'accotement, il y a un camion qui est arrêté. On ne sait pas pour quelle raison, mais il est arrêté. Et là, il existe le corridor de sécurité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Quand il y a un corridor de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si on le peut, et quand on le peut, on doit le faire, on doit s'écarter. Ok? Ici, est-ce que je peux m'écarter? C'est pour laisser plus de sécurité. Hein. Est-ce que je peux m'écarter? Bah oui, le véhicule est assez loin derrière. Je n'ai pas de véhicule non plus sur le côté. Donc rien ne m'empêche de m'écarter, parce qu'en plus de ça, je suis en sens unique. Hein. Je suis séparée par un terre-plein central. Donc je m'écarte. Donc est-ce que je change de voie? Oui. Réponse A. Je me suis trompée de direction. Je retourne dans la voie principale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il faut savoir que quand on est engagé dans une voie de stockage, une voie de décélération, on ne doit plus en ressortir. C'est trop dangereux. En plus, là, il y a du monde derrière. Alors là, la question ne se pose même pas. Je ne retourne pas sur la route principale. Donc là, c'était la réponse B. À cette intersection, je bénéficie de la priorité de passage.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut voir que là, il y a un passage piéton. Attention à ne pas confondre avec un céder le passage, hein. Ensuite, devant le passage piéton, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage. Je ne vois pas de panneau non plus de règles de priorité de passage. Donc, comme il n'y a aucune signalisation concernant les règles de priorité de passage, eh ben, dans ce cas-là, on applique la règle de priorité à droite. Ce qui fait que je laisse passer ceux qui viennent de droite. Donc, je ne bénéficie pas de la priorité de passage. Donc, c'était réponse B. Les documents à présenter lors d'un contrôle routier pendant une leçon de conduite sont le livret d'apprentissage de l'élève, réponse A, la demande de permis de conduire de l'élève, réponse B, le diplôme professionnel de l'enseignant, réponse C, l'autorisation d'enseigner de l'enseignant, réponse D. Que ce soit pendant son examen pratique ou pendant un contrôle routier, l'élève au permis de conduire, il doit pouvoir présenter son NEPH, donc son numéro d'enregistrement en fait, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, le NEPH, c'est numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé. C'est le numéro d'identification de l'élève, hein, qui est donné par les préfectures au moment où vous inscrivez pour le passage du permis de conduire. L'élève doit aussi présenter son livret d'apprentissage. Donc ça peut être soit sur papier, soit dématérialisé maintenant sur informatique. Ou alors, il doit aussi présenter une pièce d'identité valide. Si vous passez l'examen, il doit y avoir aussi la convocation de l'examen pratique et puis le document qui fait demande de permis de conduire. Ça s'appelle le CERFA. D'accord? Ensuite, concernant l'enseignant, il doit présenter son permis de conduire et aussi son autorisation d'enseigner. Donc c'était réponse A, B et D. Lorsque j'installe un enfant, je vérifie l'ajustement du harnais de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ajustement de la ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque c'est un système de siège auto qu'on attache par le biais de la ceinture, oui, il faut vérifier que la ceinture soit bien prise dans le siège auto pour bien coincer le siège auto donc sur la banquette arrière. OK? Ensuite, là, il faut aussi que je fasse bien attention que la ceinture de sécurité de l'enfant, le harnais donc de sécurité, soit bien ajusté aussi et bien fixé. Donc tout doit être bien ajusté et bien fixé. Donc réponse A et C. Pour faciliter le croisement sur cette route étroite, je dois m'arrêter le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, on nous dit que c'est un croisement qui est difficile parce qu'on est sur une route étroite. Donc quand c'est un croisement difficile, là on parle pas de montée ou de descente, là on n'est ni dans une montée ni dans une descente. Donc quand c'est un croisement qui est difficile, ce sont les véhicules de plus de 2 mètres de large là, plus de 2 mètres, ok? Ou alors en longueur qui font plus de 7 mètres de long. Eh bien ceux qui font plus de 2 mètres ou plus de 7 mètres, ils doivent réduire leur vitesse et puis si besoin se serrer et même s'arrêter. Bon d'accord, dans la réalité on les a jamais vus faire ça, ou très rarement, mais c'est comme ça. Donc en fait les gros véhicules sont censés laisser passer les voitures, en résumé. Donc un poids lourd est censé laisser passer une voiture. Attention, il y a une exception. Ça s'applique pas dans tous les cas.
tous les transports en commun qui sont en ville, en agglomération en fait, hein. Par contre, ceux-là, on doit les laisser passer. On doit leur faciliter le passage parce qu'ils travaillent pour le bien public, pour le service à la personne, hein, pour déplacer les personnes. Donc, quand ils sont en agglomération, les transports en commun, on doit leur faciliter le passage. C'est la seule situation. D'accord? Donc ici, on est sur une route étroite. Donc les véhicules à gros gabarit doivent nous faciliter le passage. Donc c'était réponse B, je ne m'arrête pas le premier. Sur cette route étroite, je peux circuler en feu de route et brouillard avant. Réponse A. En feu de croisement uniquement. Réponse B. En feu de position uniquement. Réponse C. Alors, ici, on est hors agglomération, sur une route étroite, puisqu'on nous le dit, mais on voit aussi qu'elle est sinueuse, d'accord, puisqu'elle tourne pas mal. Donc c'est une route étroite et sinueuse. Sur une route étroite et sinueuse, j'ai le droit d'utiliser mes feux de route et mes feux de brouillard avant. Ok? Est-ce que je peux utiliser mes feux de croisement uniquement? Non, puisqu'il n'y a personne en face et qu'il n'y a pas de lampadaire d'allumé. Donc là, j'ai très peu de visibilité. Il serait dangereux de n'utiliser que les feux de croisement parce que ça n'éclaire pas si loin que ça finalement. Donc je vais utiliser ce qui est le mieux pour moi et je suis même obligée de le faire. Ce sont les feux de route puisqu'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc je dois mettre mes feux de route. Je ne dois pas rester en feu de croisement. Ok? Ensuite, est-ce que je peux utiliser les feux de position uniquement? Non, puisque c'est uniquement en agglomération éclairée. Donc c'était réponse A. En conduisant avec un taux d'alcoolémie de 0,58 g d'alcool par litre de sang, je risque une forte amende, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, une suspension de mon permis, réponse C, une peine d'emprisonnement, réponse D. Alors, au-dessus de 0,50 g par litre de sang, ben là, je suis en infraction. Et donc, en effet, je risque un retrait de 6 points sur mon permis de conduire. Et aussi une suspension de celui-ci, hein, et d'une forte amende forfaitaire même. Et je peux aussi avoir mon véhicule qui peut être immobilisé. Donc, c'était réponse A, B et C. Je prête davantage attention au côté droit, réponse A, au côté gauche, réponse B, au feu tricolore, réponse C. Alors en face, ils sont bien dans leur voie. Là, il y a un risque avec le feu qui est vert, il pourrait très bien passer orange. Donc je dois quand même me préparer à ce qu'il passe orange et à surveiller ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important à prendre en compte. Mais il y a un élément qui est encore plus important, c'est celui-ci, cette voiture-là, qui est garée en contresens de circulation. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de le faire normalement. Ce qui fait que, vous voyez, elle est en train de regarder dans son rétroviseur pour voir si elle peut s'insérer. Et elle a déjà tourné les roues et elle a aussi mis son clignotant. Donc ça, potentiellement, c'est un danger et c'est le danger le plus important qui est imminent. Donc là, je m'apprête à réagir au cas où de façon très rapide. Donc là, c'était la réponse A. Donc je dois prêter plus attention au côté droit de ce qui se passe là. Pour faire descendre mon passager, je peux m'arrêter le long de ce trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur ce trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Sur cette vidéo-là, il fallait bien observer la signalisation, surtout les panneaux. Et là, si on revient en arrière, on voit que le panneau m'interdit de m'arrêter et de stationner avant et après ce panneau. Donc, je n'ai pas le droit de m'arrêter ni le long du trottoir, ni sur le trottoir. Donc, c'était réponse B et D. Je ralentis et je me serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors normalement, quand on croise quelque chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur ou parce qu'il y a un danger, évidemment, on va ralentir et on se serre à droite. C'est la règle de base. Mais ici, si on se serre à... Évidemment, on va ralentir. Là, dans tous les cas, on ralentit. Encore plus dans cette situation parce qu'on voit qu'il y a de la neige. Donc, il faut vraiment que j'évite tous les changements d'allure brusques pour éviter à mon tour de perdre l'adhérence aussi. OK ? Parce que là, on voit bien une voiture en travers avec un piéton. Donc là, c'est un danger qui est vraiment important. Donc, je vais ralentir le plus tôt possible et le plus doucement possible pour éviter de perdre mon adhérence. Est-ce que je serre à droite? Est-ce qu'on peut serrer à droite ici? Regardez bien. Là, il y a, on voit bien que le chasse-neige a mis la neige sur les côtés. C'est souvent ce qui se passe à chaque fois. La neige est chassée sur le côté. Et donc, on ne peut pas serrer le bord droit parce que là, vous allez aussi perdre la maîtrise de votre véhicule et avoir aussi un accident. Donc, c'est réponse B. Je ralentis, oui, mais je ne peux pas me serrer à droite. Donc, réponse B. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a une réglementation qui nous impose à rouler au minimum sur la voie de gauche uniquement à 80 km/h. D'accord? On n'a pas le droit de rouler en dessous. Ok? La question est, j'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Par contre, je ne reste pas sur la voie de gauche pour le plaisir de rester sur la voie de gauche. C'est uniquement en cas de dépassement. Donc non, je n'ai pas le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h, il faut que ce soit justifié. Donc là, la réponse est non à 80 km/h. Et est-ce que j'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 130 km/h? Non plus, je ne reste pas sur la voie de gauche, sauf si c'est pour un dépassement. Donc c'était non aux deux, réponse B et D. Je tiens compte principalement du marquage au sol, réponse A, du regard du conducteur de la voiture blanche, réponse B. Donc sur cette vidéo, on peut observer un marquage au sol, ici en A, qui est un céder le passage. Donc on peut se dire, on est prioritaire, c'est le plus important à savoir, on peut passer en toute sécurité. Mais il faut aussi s'inquiéter du véhicule là en B, de son regard. Parce que s'il n'a pas fait attention à sa signalisation, ou s'il est inattentif, ou au téléphone, il pourrait très bien nous passer devant le nez, même s'il a cédé le passage. Et c'est certainement ça d'ailleurs le plus important, c'est de voir sa réaction. Voir ce qu'il va le faire s'il a l'intention de nous laisser passer. Donc c'est réponse B, on tient plus en compte le regard du conducteur de la voiture blanche. Circulant à 90 km/h, je laisse une distance de sécurité minimale d'environ 20 mètres. Réponse A, 30 mètres. Réponse B, 40 mètres. Réponse C, 50 mètres. Réponse D.
À 90 km/h, je laisse une distance d'environ pour calculer. Il faut prendre la distance de sécurité, c'est l'équivalent de 2 secondes, d'accord, d'intervalle entre moi et le véhicule qui est devant. La méthode facile pour calculer la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde, c'est de prendre le chiffre là, ici 9, de 90 km/h, et de le multiplier par 3, d'accord? Donc 3 fois 9 égale 27 mètres. Donc on arrondit à peu près à 25 mètres, ça sera beaucoup plus facile. Et si je le double, 25 mètres fois 2, pour avoir 2 secondes d'intervalle, ça fait 50 mètres. Donc 50 mètres, c'est la réponse D. Avant d'entrer dans ce passage étroit, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le passage est étroit, on n'a aucune visibilité vers l'avant. Donc si on s'engage et qu'il y a un autre véhicule qui arrive en face, on va vraiment être en difficulté pour pouvoir dégager ce virage. Donc là, dans cette situation, je klaxonne avant de m'engager pour éviter d'être en difficulté dans le virage. Est-ce que je ralentis? Eh bien oui aussi. Au cas où un autre véhicule arriverait en face, je dois être capable de m'arrêter suffisamment tôt pour le laisser terminer son virage et pouvoir sortir de cet endroit qui est assez étroit. Donc là, je klaxonne, oui, réponse A. Je ralentis, oui, réponse C. L'ordinateur de bord permet de vérifier que j'ai une conduite économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'ordinateur de bord vous indique plein de choses. Donc le nombre de kilomètres parcourus, ça c'est le minimum. Les entretiens effectués aussi. Il va vous dire vidange à prévoir par exemple. Il va vous indiquer aussi si vous avez aussi un pneu sous-gonflé. Il va vous indiquer votre consommation moyenne, mais aussi votre consommation instantanée. Et ça, ces deux dernières choses, la consommation moyenne et surtout la consommation instantanée, ça va vous aider à prendre conscience de la bonne utilisation de vos rapports de vitesse de manière à être le plus économe possible. Donc là, c'était oui, réponse A. Dans les stations-service, les pistolets sont identifiables par un code couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il existe bien un code couleur qui correspond à chaque type de carburant. Donc ça, c'est pour éviter les erreurs lors du choix du carburant. Donc en gros, la couleur verte, c'est pour l'essence sans plomb. La couleur jaune, orange ou noire, des fois, c'est pour celui du gasoil. Donc là, c'était réponse A. Il y a de fortes rafales de vent. Je continue mon dépassement à la même allure. Réponse A. Je continue mon dépassement, mais je réduis mon allure. Réponse B. J'annule mon dépassement et je me rabats dans la voie de droite. Réponse C. Donc en règle générale, je risque d'être surpris par le vent s'il souffle en rafale, ou à la sortie d'un tunnel, à la sortie d'une forêt, ou à la fin d'un dépassement d'un véhicule. Surtout si c'est un véhicule encombrant, comme par exemple comme ici, un poids lourd. À savoir ça, que plus je roule vite, plus mon véhicule est sensible aux effets du vent.
Et surtout sur autoroute, puisque c'est là où je roule le plus vite. Donc dans ce cas, eh ben, je continue mon dépassement, mais je réduis mon allure. Comme ça, je serai beaucoup moins sensible aux rafales de vent. Donc c'était réponse B. Je dépasse quand même, mais je réduis mon allure. Réponse B. Je suis en panne, je laisse allumer. Les feux de position. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C. Alors vous avez vu, en fait, on est en panne ici, manifestement sur l'autoroute certainement, ou sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc dans ces cas-là, vous êtes immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ici. Donc le mieux, c'est de quitter ma voiture et de me réfugier de l'autre côté du rail de sécurité. Ça, c'est important en attendant le dépanneur pour vous mettre en sécurité. Mais avant, n'oubliez surtout pas de mettre votre gilet réfléchissant, là, vous savez, le gilet haute visibilité. Mais avant de quitter votre voiture, c'est important que les autres véhicules puissent voir que vous avez un problème pour pas vous rentrer dedans. Surtout que l'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est dangereux. La durée de vie, on estime souvent que la durée de vie, elle est entre 10 et 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est dangereux. Donc n'oubliez surtout pas de mettre vos feux de détresse. Et vous laissez aussi des feux de position pour que votre véhicule quand même soit aussi bien visible, particulièrement à l'arrière. Comme ça, vous avez les feux rouges qui s'allument à l'arrière. Donc là, c'était réponse A pour les feux de position et C pour les feux de détresse. A et C. Les piétons sont tenus d'utiliser un passage piéton lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Alors, les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons quand il y en a un à moins de 50 mètres de lui. Donc, la personne, là, vous voyez, elle a l'obligation d'utiliser ce passage piéton si elle est proche de ce passage piéton. Donc, admettons, cette personne-là, si elle veut traverser et aller de l'autre côté, elle aura l'obligation de contourner la voiture pour ensuite aller chercher le passage piéton et utiliser ce passage piéton. Donc là, c'était réponse A. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai maintenant, plus sur des véhicules haut de gamme, mais on commence à en trouver sur d'autres véhicules aussi. Il y a moyen d'activer ça, c'est-à-dire que quand vous mettez votre régulateur, vous mettez la vitesse qui est à maintenir. Allez, admettons 130 km/h. Et puis, la distance de suivi aussi, vous allez l'enclencher. Et donc, dès que le système va détecter un véhicule devant qui roule plus lentement que vous, eh bien, il va ralentir pour maintenir la distance de sécurité en priorité au lieu de l'allure. Et puis, dès que l'espace redevient libre, le véhicule va réaccélérer de nouveau pour revenir à la limitation de vitesse que vous lui aviez donnée. Donc là, c'est réponse A. J'attends le feu vert pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo? Vous avez un feu qui est rouge, donc normalement je dois m'arrêter, mais ils ont rajouté, ici, là, vous voyez, une flèche clignotante. Donc quand vous avez une flèche qui est supplémentaire, comme ça, une flèche clignotante supplémentaire au feu, donc qui a été ajoutée au feu, eh bien, dans ce cas-là, vous avez le droit de passer à condition de suivre cette direction indiquée.
Donc là, si je veux tourner à droite, je peux dans ce cas-là, puisque la flèche est clignotante pour aller à droite, je peux dans ce cas-là passer. Par contre, attention, cette flèche-là, et ça retenez bien, elle ne nous donne pas la priorité par rapport aux autres véhicules. Donc s'il y en a un qui arrive de là, par exemple, et qui arrive sur cette route-là, moi, quand j'arrive là, je devrais le laisser passer, parce que je ne serai pas prioritaire. S'il y a un piéton aussi qui veut traverser, je dois le laisser passer. Je ne serai pas prioritaire. Donc là, est-ce que j'attends le feu vert pour tourner à droite? Non. Réponse B. Commettre un délit de fuite, c'est quitter le lieu d'un accident lorsqu'on est témoin. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'on est impliqué. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un délit de fuite est commis quand on a provoqué un accident et qu'on ne s'arrête pas, soit pour donner notre identité ou pour faire remplir le constat par exemple. Ça, c'est un délit de fuite. Ensuite, lorsqu'on est témoin. Lorsqu'on est témoin, ça veut dire qu'on n'est pas impliqué dans l'accident mais qu'on a seulement vu ce qui s'est passé. Quand on est témoin d'un accident et qu'on ne s'arrête pas pour aider une victime, par exemple, là, on commet un délit de non-assistance à personne en danger. Mais c'est pas un délit de fuite, d'accord? Parce que nous ne sommes pas l'auteur de l'accident. Donc, c'est réponses B et C. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A. De franchissement de la ligne continue. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Alors, dès 0,2 g par litre de sang, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il va perdre 6 points automatiquement. Donc il en a plus. S'il fait un délit de fuite, il risque aussi un retrait de 6 points. Donc son permis est aussi invalidé dans ce cas-là. Et le franchissement d'une ligne continue, ça c'est sanctionné de 3 points sur le permis de conduire. Donc là, il lui en reste la moitié, parce qu'il partait à 6. Si on en enlève 3, il en reste encore 3. Et dans ce cas-là, il doit alors effectuer un stage de sensibilisation qui va durer 2 jours. Donc c'est réponse A et C. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que j'ai une interdiction de dépasser ici? Non, j'ai pas d'interdiction. Personne me dépasse derrière, personne n'arrive en face, et j'ai quand même un peu de largeur, là, normalement, pour pouvoir dépasser. Donc, je pourrais me dire, je dépasse. Eh bien non, il faut pas dépasser. Pourquoi? Parce que vous avez vu, là, il y a des voitures qui sont en stationnement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le cycliste? Il va s'écarter un petit peu pour pouvoir, justement, circuler en toute sécurité au cas où il y a une portière qui s'ouvre. Voilà, de toute manière, il passera pas à ras des véhicules. Donc, il va s'écarter un peu. Du coup, s'il s'écarte, moi, je n'aurai plus l'espace latéral suffisant pour pouvoir le dépasser. Et puis, en plus de ça, je ne sais pas de quelle façon il va s'écarter. Est-ce qu'il va s'écarter un tout petit peu ou est-ce qu'il va s'écarter fort? Ça fait beaucoup trop d'incertitudes, de choses où je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Donc, du coup, ici, je vais ralentir et je vais attendre de voir comment ça évolue pour prendre une décision ensuite. Donc, je reste derrière. Je ne dépasse pas le cycliste. Réponse B. Un de mes pneus est crevé. Je le remplace par une roue galette. Je ne peux pas dépasser 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C.
c'est à savoir par cœur. C'était réponse B, c'est 80 km/h.